Ma question ne sera pas sur l'ISDS. Désolé, ce sera pour une prochaine dans la salle. Elle s'adresse à qui? Elle est générale, donc les deux peuvent y répondre. Ce sera au choix des interlocuteurs. On parle depuis tout à l'heure du partenariat transatlantique. Un mot là-dessus sur un autre partenariat qui se noue en même temps, le partenariat transpacifique, qui lie le continent nord-américain avec l'Asie du Sud-Est principalement. Ce qui fait que les États-Unis étant liés d'une part, si les négociations aboutissent, au continent européen, au continent asiatique, ça permettra à des produits asiatiques de venir dans l'espace européen avec un petit coup de tournevis pour faire bien ou une petite étiquette, mais l'idée est la même. Et une remarque, si j'ai le temps, je sais que par rapport à votre citation, il faut être bref, donc j'essaierai d'être bref. Je vous ai écouté, et alors je ne me souviens pas de tous les chiffres, mais c'était intéressant. Donc on exporte 6 fois, la France exporte 6 fois plus qu'elle n'importe par rapport aux États-Unis, d'après ce que vous disiez. De produits agroalimentaires. Dans le domaine agroalimentaire. Nous avons donc apparemment beaucoup d'entreprises qui travaillent aux États-Unis, etc. J'avais envie de me dire, ça se passe plutôt bien, apparemment. En quoi est-ce qu'on aurait besoin justement d'un partenariat supplémentaire alors que, d'après vos propres chiffres, tout va pour le mieux? Et dernier petit commentaire, et après je m'arrêterai, c'est promis. J'ai trouvé vos exemples amusants sur les PME. Nous avez cité l'exemple d'Air France, petite PME, de constructeurs automobiles, petite PME. C'est amusant, d'ailleurs, je pense que le coût de valider une automobile aux États-Unis par rapport au coût de développement d'une voiture est ridicule, mais c'est un détail. Et enfin, de l'huile d'olive, où là on arrive sur le PME, mais dans la région, la question est assez mal choisie, vu que les oliviers en ce moment sont pas. Votre question, s'il vous plaît. Non, c'était juste un commentaire sur le fait que c'était assez amusant. Des questions. La question, c'était la première. Vous voulez commencer? Oui, cette remarque sur le partenariat transpacifique est très importante parce qu'elle montre l'ampleur de la stratégie des États-Unis. Ce qu'il faut bien voir, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'enjeu de ces négociations. L'enjeu de ces négociations n'est pas du tout ce qui en est dit par la Commission européenne. Absolument pas. Le véritable enjeu de ces négociations, c'est pour les États-Unis de regagner le leadership mondial qu'ils ont perdu depuis quelques années. On était dans un monde unipolaire après la chute du système soviétique. Il n'y avait que les États-Unis comme grande puissance mondiale. Et la montée en puissance des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, a modifié cet équilibre. La perspective, c'est que la Chine devienne le premier pays en termes de PIB et dépasse les États-Unis, je crois en 2050, quelque chose comme ça. Et donc pour les États-Unis, l'enjeu de toute cette opération, la double mâchoire qui est en train de se refermer sur la Chine, le partenariat transatlantique d'un côté, le partenariat transpacifique de l'autre sur la Chine. Vous avez oublié de le dire. Le partenariat transpacifique se fait avec 13 pays, je crois, asiatiques, sauf la Chine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'étrangler la Chine, de la prendre en tenaille, pour assurer la suprématie américaine sur le monde. Et ce qu'il faut noter dans cette opération, c'est que la doctrine officielle de ces 2 dernières décennies, qui était le multilatéralisme au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, aujourd'hui, on brûle ce que l'on a adoré, puisqu'on parle d'accords bilatéraux. Pourquoi abandonner le multilatéralisme au sein de l'OMC? Parce que précisément, les pays émergents ont mis en difficulté les États-Unis et que les États-Unis veulent s'émanciper de l'OMC. Ils n'ont plus les mains libres.
Il s'agit donc, pour les États-Unis, de fabriquer des normes qui ne seront pas applicables seulement aux États-Unis et dans l'Union européenne, mais des normes mondiales que l'on va imposer aux autres, qu'on ne va pas négocier avec les autres, qu'on va imposer aux autres. C'est-à-dire, c'est une démarche impérialiste dans laquelle l'Europe, l'Union européenne, se laisse entraîner. Et il y a dans cette affaire-là une course de vitesse entre le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique. Ce que veulent obtenir les Américains, c'est la signature le plus vite possible du partenariat transpacifique pour que des normes soient établies, et des normes les plus basses possibles, parce que les pays avec lesquels les États-Unis négocient, entre guillemets, en Asie, n'ont pas du tout le même niveau de protection sociale, environnementale, protection technique, normes techniques, etc. Et donc les normes qui sortiront de ces négociations transpacifiques ont pour vocation à s'appliquer dans l'accord transatlantique. Parce qu'il y aura sinon deux systèmes de normes, c'est complètement aberrant. Des normes valables dans les opérations américano-pacifiques et d'autres dans les relations commerciales américano-atlantiques. Tout ceci n'a aucun sens. Et donc, il faut bien voir l'enjeu géopolitique de cette opération et le fait que l'Union européenne n'est que finalement un animal de compagnie pour les États-Unis. Elle suit bêtement cette opération. On a bien compris. Alors, vous ne serez pas étonné que je m'inscrive en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Ah bon. Mais, Non, mais c'est pas une arène. merci. Mais je vais en dire un peu plus. D'abord, là où je rejoins M. Nikanov, c'est que bien sûr, il y a un déplacement vers l'Asie, des équilibres géopolitiques, et vers les BRICS, de façon un petit peu plus générale. Là où je ne le rejoins pas du tout, c'est lorsqu'il dit que l'Union européenne serait un suivrait les États-Unis d'une part, et d'autre part, se rendrait complice d'une prise en tenaille de la Chine. Pourquoi? D'abord parce que nous négocions avec la Chine. Deuxièmement, parce que nous avons de très forts intérêts en Chine et nous ne cherchons pas du tout à les isoler. Nous négocions aussi avec les pays du Pacifique. Nous n'avons pas un grand accord transpacifique en cours de négociation, mais en revanche, nous avons un accord avec la Corée du Sud, nous parlons avec le Japon, nous venons de conclure, il n'est pas encore ratifié, mais nous l'avons proposé il y a quelques jours, un accord avec le Vietnam. Donc, bien sûr que nous ne sommes pas, nous, tournés uniquement vers les États-Unis et négligeant l'Asie. Nous avons la même politique que les États-Unis à cet égard, sauf que peut-être nous faisons plus attention à la Chine, effectivement. Deuxièmement, quand M. Nikanov parle de normes qui seraient des normes américaines les plus basses possibles qui seraient imposées à l'Union européenne, pas du tout, justement. Tout l'enjeu, justement, d'ailleurs, de ce partenariat transatlantique, est-ce que ces normes soient co-élaborées entre les deux régions du monde qui, quoi qu'on puisse penser des États-Unis, ont les normes les plus élevées au monde par rapport justement à l'Asie. C'est justement d'équilibrer. Donc quelle serait l'alternative? Que l'Union européenne reste isolée dans ce jeu multilatéral et que le monde entier négocie des normes sans que l'Union européenne y soit associée. Et alors ensuite, là, effectivement, si nous ne négocions pas avec les États-Unis des mécanismes qui nous permettront, sur un pied d'égalité, de co-rédiger des normes respectueuses de nos modèles sociaux et environnementaux européens, là, effectivement, nous serions en danger. Mais c'est précisément pour l'éviter que nous négocions. Ensuite, les règles d'origine que monsieur évoquait font évidemment partie des négociations, comme de tout accord commercial d'ailleurs. Il y a tout un chapitre, tout un élément des négociations qui consiste justement à définir très précisément qu'est-ce que c'est qu'un produit américain, qu'est-ce que c'est qu'un produit européen, et avoir des mécanismes de contrôle qui permettent de garantir qu'un produit européen ou un produit américain ne soit pas en réalité un produit chinois ou malaisien rebrandé. Et puis enfin, en ce qui concerne les PME,
Je vous ai donné des exemples d'entreprises connues, et donc c'était des grands groupes. Effectivement, maintenant je peux vous parler d'Asselin, si vous voulez, qui est une petite PME des Deux-Sèvres, qui s'intéresse beaucoup au traité transatlantique, parce que ça lui permettra de pénétrer le marché de la réfection des bâtiments historiques. Je peux vous parler de PME de l'étang de Thau, des producteurs d'huîtres, qui attendent beaucoup du traité transatlantique, parce que ça leur permettra d'exporter leurs huîtres. Pour l'instant, les différences de processus de certification, d'acceptation des huîtres sont telles qu'ils ne peuvent pas exporter leurs excellentes huîtres outre-Atlantique alors qu'ils aimeraient le faire. Et puis, de toutes les façons, derrière les entreprises que j'ai citées, je les ai citées pas tout à fait par hasard, parce qu'en ce qui concerne le ferroviaire, en ce qui concerne l'aérien, il y a tout un réseau de PME, de sous-traitants, etc., qui dépendent aussi de ces grands groupes locomotives, si je puis dire, de l'économie française dans un sens beaucoup plus large que ces seuls groupes. Une dernière chose que je voudrais dire, et puis j'en aurais terminé, sur le multilatéralisme, non, les États-Unis ne veulent pas s'émanciper de l'OMC, puisque les accords multilatéraux qui sont négociés, évidemment, s'appuient sur la règle multilatérale. Et une chose que je n'avais pas dite, mais j'en profite puisque j'en ai l'occasion maintenant, c'est que parmi les éléments qui sont négociés dans le cadre de l'accord transatlantique, il y a aussi toute une série de chapitres qui sont particulièrement importants pour l'Union européenne et qui visent justement, dans le domaine des règles environnementales, des règles sociales, des règles du droit du travail par exemple, à inscrire dans ce traité le respect de normes multilatérales. Et de façon très régulière. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais si ça vous intéresse d'aller vraiment dans le détail, il y a sur le site internet de la Commission européenne en français, pardon, sur le site internet de la Commission européenne qui est le négociateur, vous trouverez en français toute une série d'informations et de guides beaucoup plus simples évidemment que les textes de négociation qui eux sont techniques, et de guides assez simples sur ce qu'on négocie, ce que c'est que le traité transatlantique, et vous y verrez, chapitre par chapitre, qu'à beaucoup d'endroits, la tactique de négociation et la demande de l'Union européenne, c'est justement de faire référence et de s'appuyer sur les normes multilatérales existantes, que ce soit celle de l'OIT, que ce soit celle du GATT, évidemment très souvent, l'OMC, pardon, ou que ce soit celle qui concerne l'environnement ou tout autre type de normes internationales. Donc il s'agit bien de s'inscrire et voire de relancer par ce traité transatlantique les négociations et la vitalité des normes multilatérales. J'ai vécu 20 ans en Amérique latine, j'ai eu l'occasion de manger du poulet au chlore. Si vous voulez la recette, vous prenez du tofu, vous le faites baigner dans l'eau de Javel, ça vous donnera une idée. Et donc, c'est un pays où il y avait un accord bilatéral avec les États-Unis. C'est-à-dire pas avec les États-Unis. Et là, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression, comme partout en France d'ailleurs, d'assister à un débat du XXe siècle, mais pas du XXIe. Alors, je fais une très brève actualisation sur le XXIe siècle. En ce qui concerne les normes françaises, on vient d'avoir un conflit avec les taxis. C'était pas avec les États-Unis, c'était avec une multinationale californienne, Uber. D'accord ? On vient d'avoir un brave monsieur qui a gagné un procès contre une multinationale, ça s'appelle Monsanto. C'est pas, c'est pas un règlement juridique entre la France et les États-Unis, c'est avec une multinationale. Votre question. Je prends un troisième exemple. C'est que... non, j'ai bien, mais il faut que je l'argumente, parce que quand je dis on est au XXIe siècle et pas au XXe, il faut quand même que je le démonte. Jusque-là, on va jusqu'aux questions. Je vais beaucoup plus court que mon collègue, j'aurais déjà fini, s'il vous plaît. Les Australiens ont mis une réglementation que tout le monde connaît sur le tabac. Ils sont attaqués dans un tribunal issu de ce type de traité, qui est un tribunal arbitral, dans lequel les multinationales du tabac attaquent une législation sur l'insanté en Australie. Donc, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition que je fais ? La question de la négociation de ce traité transatlantique n'est pas une question commerciale, c'est une question d'abandon de souveraineté des États par rapport aux multinationales qui, elles, sont en train... qui, elles, ont leurs propres normes. Exemple, quand Google fait la police sur les sites néo-nazis ou ne le fait pas, ils ont leurs propres normes, et ce sont ces normes que nous subissons. Donc je ne comprends pas, vous me répondrez là-dessus, comment il se fait que
les préoccupations des politiques au niveau national ou européen ne soient pas au niveau des multinationales. Je donne donc la parole à M. Robin Champignol. Entendu. Alors, d'abord, je m'inscris en faux contre votre dernière phrase, selon laquelle l'action des États ou l'Union européenne ne serait pas à la hauteur de celle des multinationales. En tout cas, moi, je ne peux parler pour l'Union européenne, je ne peux pas parler pour les États. Mais il me semble que précisément, avec l'Union européenne, nous avons un ensemble politique qui a la force et l'assise suffisante, nécessaire, pour tenir tête à des grands groupes. J'ai donné des exemples tout à l'heure, d'ailleurs, volontairement, dans mon introduction. En ce qui concerne plus particulièrement la fiscalité, mais je pourrais donner aussi des exemples. Si, absolument. Nous sommes en train de faire des pas de géants. Non, nous sommes en train de faire des pas de géants en Europe, peut-être pas ailleurs dans le monde, mais en Europe, pour obliger les grands groupes à enfin être taxés là où ils font leurs bénéfices. Et non pas au Luxembourg, aux îles Canaries, aux Caïmans, pardon. Caïmans. Si ça leur chante. Deuxièmement, la Commission européenne, précisément, en négociant des traités comme le traité transatlantique, vise à se donner les moyens, des règles claires qui régissent le commerce transnational. Ce type de traité, c'est le contraire de la dérégulation. C'est au contraire asseoir à l'échelle d'un continent, voire de deux continents, des règles communes pour le commerce transnational et les règles qui s'y appliquent. Pour vous donner quelques exemples, j'ai donné déjà des exemples d'ailleurs du type de normes internationales que l'on cherche à faire accepter par les États-Unis, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup, par l'intermédiaire de ce traité. L'objectif, évidemment, c'est au-delà, c'était un petit peu suggéré par M. Nikenov, et là-dessus je suis d'accord avec lui d'ailleurs, il s'agit d'essayer de faire imposer ces normes au-delà, dans le monde entier, de faire en sorte que les normes, par exemple, de l'OIT, si les États-Unis enfin y accèdent, puissent être plus facilement relayées, imposées et mises en application partout dans le monde. Donc c'est par ce type d'instrument transnational que l'on peut se mettre à la hauteur des firmes multinationales. Autrement dit, s'il y a un instrument qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur des firmes multinationales, c'est le repli sur soi souverainiste. S'il y a un instrument qui est à la hauteur des firmes multinationales, c'est la négociation, les accords transnationaux, le plus ambitieux possible, et c'est ça que nous essayons de faire. Un petit mot de la part. Alors que l'enjeu véritable de ces négociations, c'est un profond changement de l'ordre international, caractérisé par la volonté des États-Unis de reprendre la main pour assurer son leadership. Dans cette opération, la question des multinationales est liée. Parce que qu'est-ce que c'est que les États-Unis, si ce n'est les multinationales américaines, le système bancaire, les entreprises industrielles et les entreprises de services, informatique, télécommunications, etc. Et donc, il y a une volonté manifeste de détruire, de continuer à détruire la souveraineté des États. En effet, c'est tout à fait clair. Et le moyen qui est utilisé, c'est l'arbitrage, les tribunaux arbitraux, qu'on appelle l'ISDS, Investor State Dispute Settlement. C'est-à-dire une justice privée qui va traiter des litiges entre des entreprises étrangères et les États. Alors un mot là-dessus, parce que c'est tout à fait essentiel cette affaire-là, et beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, d'abord quelques éléments factuels. C'est pas nouveau. Hein. Ces tribunaux arbitraux existent depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont fonctionné dans la plus parfaite opacité, puisque personne ne les connaît, n'en a entendu parler. Ce qui est un problème, déjà, parce que justement la justice
elle doit être visible, transparente, publique. Or, c'est tout l'inverse qui est fait avec ces tribunaux arbitraux. Alors, il y en a 2600 dans le monde, il y a 1356 traités signés par l'Union européenne, dans lesquels il y a la question des Pas par l'Union européenne, tribunaux par les États. par les États. Non, par l'Union européenne. Non, pas par l'Union européenne. Bon, alors là, on a un problème de statistiques, c'est peut-être Eurostat qui a fait une petite erreur. Alors, 147 par l'Allemagne, 103 par la France, 57 seulement par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas entrés dans les tribunaux arbitraux. Madame Malmström, le commissaire au commerce, le reconnaît elle-même. C'est-à-dire que tout accord sur les tribunaux arbitraux se ferait mécaniquement au détriment de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne. Et c'est l'encadrement, bon, je passe les détails techniques là-dessus. Ce que je veux dire... Faut-il les faire rentrer? Pardon? Ils ne sont pas rentrés, donc est-ce qu'il faut les faire rentrer dans les tribunaux arbitraux? Les États-Unis? Voilà, les États-Unis, oui, oui, bien sûr. Non, ce que je veux un dire, complément. c'est qu'il n'est pas anormal qu'une entreprise, comme tout justiciable, se retourne contre l'État et ait un litige contre l'État. Mais il y a pour cela, il y a déjà une justice. C'est les tribunaux administratifs. Ils sont là pour ça. Il faut donc interdire les tribunaux privés, la privatisation de la justice, et faire rentrer les litiges dans le cadre des tribunaux administratifs, dont la Chambre d'appel et le Conseil d'État. Voilà, il ne faut pas mettre le doigt dans cette affaire-là, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que dans ce cadre-là, les gants ne sont pas vraiment plombés, puisque l'État est à la fois partie et décisionnaire? Non, l'État, il décide. Je picote. Hein. Non, justement, là, ce que vous faites, vous niez la souveraineté de l'État. C'est-à-dire que dans un pays, mais si, dans un pays, il y a l'intérêt général, qui est une notion qui mériterait qu'on en discute un peu plus longtemps, mais il y a le vote de la loi qui s'incarne dans la loi. Et c'est la loi qui est l'expression de la volonté générale qui s'applique. Qu'un justiciable ait des choses à redire contre la loi, c'est une chose, mais c'est la loi, et la loi s'applique. Or, ce qui est fait par ces tribunaux arbitraux, c'est non seulement a posteriori de permettre aux entreprises de remettre en cause des lois qui ont été votées. Par exemple, le cas du tabac, ça a été donné, c'est tout à fait typique. Hein. Les Australiens considèrent que sur les paquets de tabac, il ne faut pas mettre la marque, mais il faut mettre des annonces pour montrer que c'est dangereux. Les firmes multinationales du tabac attaquent l'État pour discrimination, etc., etc. C'est-à-dire attaquent une loi, une décision qui a été prise. C'est inacceptable. Mais il y a plus grave. Et ce qui est plus grave, c'est que ça ne sera plus seulement a posteriori, mais ça se fera a priori. Autrement dit, s'il y a dans les discussions dans un pays donné la préparation d'un décret ou d'une loi concernant telle ou telle, par exemple, les normes en matière de bâtiments, de construction, bon, eh bien là, il sera possible que les entreprises concernées agissent auprès d'un tribunal arbitral privé pour faire stopper la discussion et empêcher le vote d'une loi ou d'un décret. Ça n'est pas possible. Et on voit bien que là, il y a une attaque frontale contre la souveraineté des pays. Il faut mettre en échec cette opération. C'est très facile à faire. Il suffit par exemple que le président de la République dise la France ne signera pas et n'appliquera pas sur son territoire, s'il y a un accord dans le cadre du PTCI, les clauses relatives à l'arbitrage privé. Puis-je intervenir? Je vous en prie. Merci beaucoup. En plus, pour une fois,
Je suis partiellement d'accord avec M. Nicanov sur plusieurs des choses qu'il a Ah, j'ai pu dire un truc. Mais non. Vous avez tout à fait raison. Il y a un problème avec le système des tribunaux arbitraux tel qu'il existe aujourd'hui, qui est le système que les États ont mis en place et dont ils se sont satisfaits. Les 1400 ou 2000 et quelques accords actuellement en vigueur dans l'Union européenne, non pas de l'Union européenne, sont des accords qui ont été, depuis la Seconde Guerre mondiale, effectivement, très traditionnellement, et sans beaucoup de précautions parfois, mis en place par les États, à l'époque, en fait, jusqu'à tout récemment, jusqu'au traité de Lisbonne. Ce n'était pas la Commission européenne, l'Union européenne qui était en charge des accords d'investissement et de protection des investissements, mais les États. Donc tous ces accords dont nous parlons sont des accords que la France, elle, je crois, elle en est à 90 à peu près accords en vigueur, sont les États eux-mêmes qui se sont eux-mêmes liés les mains. Et de fait, depuis que la Commission européenne regarde cela, c'est-à-dire depuis quelques années, depuis la fin des années 2000, parce qu'elle est maintenant compétente sur le sujet, elle considère qu'il y a un problème, qu'il y a urgence et qu'il faut changer ce système. Là où je suis aussi d'accord avec M. Nicanov, et il a tout à fait raison, c'est sur le fait que les tribunaux administratifs français, et le Conseil d'État derrière, accordent une excellente protection aux intérêts des entreprises étrangères qui investissent en France. Par contre, quand une entreprise française investit ailleurs dans le monde, le Conseil d'État peut crier autant qu'il veut, c'est pas lui qui est compétent, c'est évidemment les tribunaux du pays en question. Alors, c'est ça d'ailleurs qui vous explique le pourquoi de ces accords, de ces tribunaux arbitraux, c'était parce que nous voulions protéger les entreprises françaises, par exemple, qui investissaient quelque part en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique, et même aux États-Unis, parce que une PME, encore un grand groupe, encore une fois, il a les services nécessaires pour négocier. Encore que ça coûte quand même pas mal de milliards à la BNP, au Crédit Agricole maintenant, etc. Le fait d'avoir fait des choses qui n'ont pas plu à des tribunaux américains. Mais une PME qui se retrouve seule dans un petit comté des États-Unis par rapport au juge du comté, c'est beaucoup moins facile, évidemment, pour elle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de tribunal arbitral au niveau des États. Maintenant, le problème, effectivement, c'était que les clauses étaient extrêmement larges, ce qui a permis, effectivement, des cas comme le cas australien que vous mentionnez, et un certain nombre d'autres, il y a toute une série d'exemples, tout un florilège, des États ont été attaqués par des entreprises pour des motifs totalement choquants, et en plus de ça, les procédures manquent totalement souvent de transparence, de règles, dans le choix des arbitres, etc., etc. Donc la Commission européenne a institué un certain nombre de principes, et elle a commencé par dire, bon, dans tous nos accords dorénavant, nous voulons qu'il y ait une délimitation extrêmement précise des causes pour lesquelles une entreprise pourra légitimement invoquer un tribunal arbitral. Deuxièmement, nous voulons des clauses très précises sur l'identité des arbitres, l'absence de conflit d'intérêts. Nous pouvons pouvoir le vérifier. Nous voulons également des clauses de transparence des procédures. Nous voulons une procédure d'appel. Ça, c'était notre position au départ. Ça n'a pas suffi, et je m'en réjouis, ça n'a pas suffi à rassurer un certain nombre d'Européens, y compris au Parlement européen. Et le Parlement européen, c'est un exemple du fait d'ailleurs de la démocratie européenne en fonctionnement. Beaucoup d'Européens, quand nous les avons consultés, ont dit nous ne voulons pas de ce système. Le Parlement européen aussi nous a dit non, nous n'en voulons pas. Et du coup, nous allons, la semaine prochaine, je ne vais pas vous dire tous les détails aujourd'hui parce que nous avons suspendu nos positions sur ce mécanisme, et nous allons la semaine prochaine faire des propositions précises sur la façon dont nous comptons remédier à ce problème. Ce que je peux vous dire, sans entrer dans les détails, c'est que vraisemblablement on ne parlera plus d'arbitre privé, mais plutôt d'un tribunal public. Ceci ayant été dit, il ne faut pas oublier que le problème est là, puisqu'il existe des dizaines, voire même des centaines d'accords actuellement liant les pays européens, et qu'il faut, pour en sortir, inventer un modèle nouveau. Un modèle nouveau, le TTIP, le traité transatlantique, nous en donne l'occasion, et si nous y parvenons avec le traité transatlantique, à ce moment-là, nous pourrons ensuite essayer d'absorber les autres mécanismes existants dans les autres accords existants dans ce modèle plus évolué qui donnera les garanties nécessaires et qui probablement sera de nature publique. Mais encore une fois, les tribunaux administratifs français
Et le Conseil d'État, malgré toutes leurs qualités, j'en suis totalement d'accord avec M. Nikhanov, c'est parfait pour protéger les entreprises étrangères en France, ça ne sert à rien pour les entreprises françaises qui investissent et agissent à l'étranger. Je vous remercie. Je vais vous poser donc une question qui est à la fois donc, plus basique et plus fondamentale. Et je vais la poser donc aux deux intervenants, un petit peu la réponse. Donc le TAFTA, donc c'est le nom sous lequel il est plus connu, est un traité. C'est un traité qui se situe dans la catégorie juridique plus générale des traités. Or, les traités sont des normes juridiques où il y a deux étapes différentes. Une phase de négociation à laquelle ne participent pas ni les citoyens ni leurs représentants, et une phase de ratification à laquelle participent soit les citoyens directement par la voie du référendum, soit leurs représentants des parlements nationaux, le Parlement européen. Et au stade de la ratification, c'est un peu comme un référendum finalement, même si c'est par l'intermédiaire d'un Parlement, on valide en bloc, on ratifie en bloc ou on rejette. Or, la démocratie, à mon sens, ça consiste non seulement à valider en bloc les normes qu'on propose aux citoyens ou leurs représentants, mais aussi à participer à l'élaboration de ces mêmes normes. Donc, à votre avis, si on veut que les concepts à la fois de citoyens du monde et de citoyens européens ne soient pas que des notions purement politiques, mais que ça revête aussi des réalités pratiques, est-ce qu'il ne faudrait pas que, au niveau de l'élaboration des traités, non seulement le TAFTA, mais des traités plus généralement, il y ait une participation des citoyens ou de leurs représentants au stade de la négociation pour qu'on puisse réellement parler de processus démocratique d'élaboration des traités? On vous laisse. Allez-y. Alors, vous auriez parfaitement raison si la Commission européenne négociait seule dans son coin et ensuite disait au Parlement et aux États, c'est à prendre ou à laisser. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est quand même très important, nous négocions pas ce qui nous plaît, nous négocions sur la base d'un mandat qui nous a été confié à l'unanimité par l'ensemble des États de l'Union européenne, l'ensemble des gouvernements. D'accord ? Donc, le cadre, la direction dans laquelle nous négocions, c'est ce que les États nous ont demandé de faire. D'accord ? Deuxième, donc, voilà, le produit final est évidemment dépendant, il doit se conformer au mandat de négociation qui nous a été donné. Deuxièmement, pendant les négociations, c'est-à-dire maintenant, nous associons très étroitement le Parlement européen, les assemblées nationales, évidemment les gouvernements, et évidemment les citoyens aussi par tout ce travail d'information et de discussion que nous avons, mais aussi par le fait que la Commission européenne a mis en place un groupe de consultation qui ne regroupe pas que des entreprises, et parmi les entreprises, pas que des grandes entreprises, mais aussi des PME, des représentants de tous les secteurs, et également des représentants de la société civile, y compris des opposants de principe au traité, mais aussi des associations de consommateurs, etc. etc. À chaque session de négociation, avant, au milieu et à la fin, nous avons les discussions avec ces représentants, plus bien sûr les discussions publiques. Madame Malmström s'est déjà rendue plusieurs fois devant l'Assemblée nationale. Tout cela, c'est pas simplement pour dire « voyez comme tout ce que nous faisons est bien », c'est pour recueillir l'avis de tous ces acteurs. J'ai parlé de l'Assemblée nationale, mais je pourrais parler de beaucoup d'autres pays. Évidemment, elle va aussi devant le Bundestag, elle se rend dans toute l'Europe, pour justement écouter en cours de négociation et continuer de vérifier que nous sommes fidèles à notre mandat de négociation et également que nous tenons compte des évolutions politiques ou des désirs possibles des représentants des gouvernements, des assemblées nationales. Et le cas de l'ISDS dont nous parlions à l'instant, on est un très bon exemple, puisque justement, nous avions une position qui a considérablement évolué pendant la négociation, parce que le mandat de négociation, lui, qui nous a été donné à l'unanimité par les États, dit « nous voulons un tribunal arbitral privé ». Avec un certain nombre de garanties. Mais nous voulons un tribunal arbitral privé. Et parce que justement, les opinions publiques, le Parlement européen et certains parlements nationaux, notamment l'Assemblée nationale française, nous ont dit non, finalement nous n'en voulons pas, nous sommes amenés à faire évoluer notre position. Donc tout ce processus, si vous voulez, fait en sorte que
le produit final, si nous arrivons à conclure, évidemment, mais le produit final ne sera pas un produit qui aura été déterminé par la Commission sans tenir compte des opinions démocratiques des peuples et de leurs représentants, mais au contraire en les associant étroitement à tout le processus. Merci. Monsieur le professeur, un regard critique sur ce mandat de négociation? Sur le principe, tout accord international, qu'on l'appelle traité, accord, comme on veut, c'est la même chose, devrait d'abord être voté à l'Assemblée nationale, ratifié, mais en amont, le mandat devrait être voté par l'Assemblée nationale. Et avant qu'il soit voté par l'Assemblée nationale, ce mandat, il devrait faire l'objet d'un débat dans la société, d'une délibération publique sur ce qui est attendu. Et pourquoi ça n'est pas possible dans le cadre du système européen? Ça n'est pas possible d'abord parce que le mandat est confié au commissaire européen chargé du commerce. Ce ne sont pas les États qui négocient. Il faut remettre en cause ce système. Il faut que les États négocient directement. Il faut sortir le commissaire européen du système et faire en sorte que les États négocient d'État à État. Déjà, la démocratie aurait fait un pas en avant important. Ce serait moins centralisé. Deuxièmement, il y a un deuxième obstacle qui empêche la participation des citoyens, c'est l'idéologie européenne. L'idéologie européenne, c'est le libre-échange. Et le libre-échange, c'est ce qui irrigue l'ensemble de la conception des élites européennes. Et dès lors qu'ils cherchent un accord international, c'est pour introduire du libre-échange, partout, avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, les accords de libre-échange, les APE, les accords de partenariat économique, qui sont des accords de libre-échange, mettent ces pays dans les plus grandes difficultés. Et donc, il faut remettre en cause l'idéologie même de l'Union européenne en la matière. Je vais vous citer juste un petit truc. L'idée était sur la négociation, justement, oui, sur oui. ce mandat préalable de Oui, négociation. Oui. Une interview de Madame Malmström dans Libération. Quelque chose d'étonnant. C'est fascinant. Voilà ce que dit Madame Malmström. Elle dit le chemisier que je porte est fabriqué en Suède. Pour être exporté en Europe et aux États-Unis, il doit répondre aux normes ignifuges européennes puis américaines, alors que le système est presque identique. C'est la même chose pour les huîtres, vous en avez parlé, et les moules. En Europe, nous testons la chair, aux États-Unis, l'eau. Scientifiquement, les deux méthodes se valent, mais il faudra effectuer les deux tests pour exporter ce qui coûte très cher. De même, en matière de crème solaire, les tests pour établir leur efficacité contre les rayons UV sont presque identiques, mais pas totalement. Mais un tel discours est totalement aberrant. C'est aberrant de dire des choses comme cela. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'importer en France des huîtres et des moules des États-Unis et des chemisiers de Suède? Ça ne présente aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est un luxe inacceptable. Nous allons provoquer des transports de camions, d'avions, de bateaux pour transporter des choses que nous avons déjà sur place. Contentons-nous de ce que nous avons. Des moules françaises, des huîtres françaises et du textile français. On n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin pour vivre. On n'en peut pas. Une réponse brève. Elles viennent d'Espagne. Alors, deux petits éléments. En ce qui concerne
le mandat qui n'aurait pas fait l'objet d'un débat public et démocratique avant que l'ensemble des gouvernements nous le confient. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Il y a eu débat, il y a eu un débat très vif même, en particulier en France, dont nous avons tenu compte, évidemment, dont le gouvernement français a tenu compte, puisque c'est à l'issue de ce débat que l'audiovisuel public et privé, enfin tous les services audiovisuels ont été exclus du mandat. Ce n'était pas parce que les États le proposaient, c'est parce que l'opinion publique, et en particulier les artistes européens et notamment français, se sont mobilisés pour le demander. Donc il y a eu débat public et le mandat le reflète. Deuxièmement, en ce qui concerne les assemblées nationales, il y a effectivement une particularité du système français que j'ai pu observer très souvent dans la façon dont le système européen fonctionne, c'est que le gouvernement français tend à très peu consulter la représentation nationale française avant de prendre des positions et de prendre des décisions au niveau européen. Mais il n'en va pas obligatoirement de la sorte. Moi, j'ai personnellement participé, lorsque j'étais à Bruxelles, à de très nombreuses négociations, où je voyais les représentants de l'Italie prendre position immédiatement sur nos propositions. Les représentants de la France, très vite. Et puis, un certain nombre d'autres États, les représentants de l'Allemagne, de la Finlande, des pays scandinaves, etc., dire, dans une semaine, une fois que nous aurons consulté notre Parlement, je vous donnerai notre position. Et là, c'est un problème qui, je dirais, est franco-français. C'est le problème de la place du gouvernement vis-à-vis de la place de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement des institutions européennes. Et c'est un problème qui ne tient qu'à la France de résoudre. Là, la souveraineté française est pleine et entière. En ce qui concerne l'idéologie européenne du libre-échange, mais je crois que c'est une idéologie, M. Nikenov, qui n'est pas de l'Union européenne. Encore une fois, ce traité, nous le négocions parce que 28 gouvernements nous ont demandé de le faire. Et de façon plus générale, tous les États de l'Union européenne, tous les gouvernements de l'Union européenne, au jour où nous parlons, sont favorables dans leur principe, pas à n'importe quel prix, mais sont favorables dans leur principe au libre-échange parce qu'il y a énormément d'emplois, d'activités, de bien-être pour chacun d'entre nous qui en dépend. Vous pouvez, bien entendu, n'être pas d'accord. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un débat tout à fait légitime d'ailleurs. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça n'est pas la position de vos représentants, des gens pour qui majoritairement, en France, et pas simplement au niveau européen, et il y en va de même dans tous les autres pays de l'Union européenne, les citoyens ont voté. J'aimerais bien connaître quelles sont les normes de l'Union européenne pour la protection sociale, par exemple, puisqu'elles vont être négociées, etc. Étant donné que depuis qu'on est dans l'Union européenne, la protection sociale chez nous va très très mal. Donc, et c'est les directives de Bruxelles qui démantèlent tous nos droits sociaux les uns après les autres, qui demandent au gouvernement français de le faire. Donc j'ai des soucis, même au niveau des accords transatlantiques, si ce sont ces normes-là qui sont si chères à l'Union européenne, qui sont si bonnes, je pense que tout le reste est au même niveau, quoi. Donc, qu'en est-il de la protection sociale, du droit du travail, jusqu'à... Moi, je veux bien dire un mot, oui. Ben, il faut savoir que les États-Unis, avec lesquels donc l'Union européenne est en train de négocier, est un pays hors la loi. Il est hors la loi parce que quand on fait la somme des accords internationaux non signés par les États-Unis, c'est absolument considérable, en particulier dans le domaine de l'environnement et dans le domaine social. Les conventions de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit un certain nombre de normes sociales applicables par les États, évidemment. Ce sont les États qui appliquent après. Ben, il faut savoir que les États-Unis ne signent quasiment aucune convention de l'Organisation internationale du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces négociations,
les États-Unis ne peuvent pas porter des normes et des valeurs élevées en matière de protection sociale, puisque précisément, ils ne signent pas les conventions internationales concernant le sujet. Et ce qui est tout à fait sidérant, c'est que les États, moi je suis d'accord, la Commission est un instrument, même si elle a une marge d'autonomie, ce sont les États derrière, ils sont libre-échangistes. Actuellement, dans la configuration politique actuelle, tous les États membres de l'Union européenne sont libre-échangistes, atlantistes. Et sur le sujet qui nous occupe, eh bien, ils n'ont pas demandé, dans le mandat confié à la Commission européenne pour négocier avec les États-Unis, qu'un préalable soit fixé pour ouvrir les négociations, que les États-Unis signent les conventions de l'OIT. Ça aurait été un signe tout à fait frappant, positif de l'Union européenne, montrant qu'en effet, il y avait peut-être quelques valeurs. Peut-être. La preuve, c'est que l'Union européenne, avant d'ouvrir la moindre discussion sur le volet des normes sociales, environnementales et quelques autres, les États-Unis se conforment à l'état du droit entre guillemets international, dans le sens qu'une série de textes internationaux, conventions de l'OIT et d'autres, soient signés par les États-Unis. Mais si cet acte politique avait été fait, l'Union européenne aurait levé tous les soupçons. Comme elle ne l'a pas fait, et elle ne l'a pas fait volontairement, parce qu'en effet, l'expérience de l'Union européenne dans le domaine social est une expérience extrêmement négative. Il n'y a pas de progrès social avec l'Union européenne. Il y a au contraire le démantèlement programmé et cynique du modèle social mis en place à la libération par les gouvernements d'Union nationale de la libération. C'est ça que fait l'Union européenne. Elle démantèle le modèle social. Ça n'est pas un modèle social, c'est un modèle antisocial. Et donc elle ne pouvait pas, idéologiquement, mettre sur la table cette idée d'exiger des États-Unis qu'ils signent les conventions de l'OIT, notamment, parce qu'ils sont d'accord avec les États-Unis. Un autre point de vue? Oui, un bémol? Un peu plus qu'un bémol. Ceci étant, j'étais très, très heureux d'entendre M. Nikanoff insister tant sur combien il serait positif que l'Union européenne insiste pour que les États-Unis se rallient aux règles de l'OIT, parce que c'est ce qu'elle fait d'une manière générale dans nos discussions avec les États-Unis. Je ne parle pas simplement du partenariat transatlantique, mais nous sommes de fervents défenseurs des règles de l'OIT au niveau multilatéral, mais aussi parce que justement, un des enjeux, même si les États en effet ne l'ont pas demandé, mais parce que nous y croyons, nous le demandons aux États-Unis, ça fait partie justement des enjeux un petit peu délicats de nos négociations avec les États-Unis, parce que nous souhaitons qu'il y ait un chapitre qui fasse référence explicite, et donc que les États signataires du traité transatlantique, par l'intermédiaire de ce traité, s'engagent à respecter des instruments de l'OIT que les États-Unis n'ont pour l'instant pas signés. Donc précisément, c'est ce que nous cherchons à faire, même si les États ne nous l'ont pas demandé, mais il faut croire que nous n'avons pas cette idéologie anti-libérale, antisociale, pardon, nous ne sommes pas anti-libéraux, certainement, nous ne sommes pas libéraux à tout près, nous ne sommes pas antisociaux du tout. Par contre, madame, voilà, là où j'ai... Mais alors, justement, madame, là où moi, j'étais très surpris de votre intervention au départ, c'est que je ne sais pas, de façon précise, ce à quoi vous faites référence quand vous dites que l'Union européenne démantèlerait des droits sociaux en France. Parce que l'Union européenne n'a en matière sociale que les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités européens. Ces pouvoirs sont
malheureusement, à mon avis, un petit peu limitée, parce que nous aimerions beaucoup, comme les Français nous le demandent d'ailleurs, pouvoir aller beaucoup plus loin en termes d'harmonisation sociale par le haut. Et malheureusement, tout ce que nous pouvons faire, c'est donner des normes minimales. Par exemple, nous avons fixé des durées maximum du temps de travail. Nous sommes responsables également de fixer des normes minimales pour la santé et la sécurité des travailleurs. Mais des normes minimales qui n'empêchent jamais les États d'en faire plus, et au contraire, nous les y encourageons à faire plus. Nous n'avons que notre pouvoir de persuasion quand il s'agit, par exemple, des salaires minimaux. En termes de salaire, nous n'avons aucun pouvoir. Mais nous avons malgré tout, depuis des années, recommandé et demandé à l'ensemble des pays d'introduire un salaire minimum, en particulier à l'Allemagne. Nous sommes très heureux, parce que c'est sur la base de nos recommandations que l'Allemagne, cette année, est en train d'introduire un salaire minimum. Donc, si vous avez des exemples, madame, de normes sociales démantelées par l'Union européenne, alors que l'Union européenne n'en a pas les compétences, moi, je sais, et que je suis frustré parce que j'aimerais que l'Union européenne puisse en établir davantage pour les harmoniser par le haut. Nous avons établi des minimums parce que nous avons ce droit-là. Nous n'avons certainement pas le droit de démanteler les normes sociales françaises et ce n'est certainement pas notre intention. Je vous remercie. C'était la dernière question. Et donc, nous allons donner 5 minutes à chacun. La démocratie, franchement, là, moi j'avais des choses importantes à dire et je trouve ça vraiment lamentable. C'est mon rôle. Il est moins le quart, hein. Dites-moi le cas. Comme j'ai... Bon. Comme ma conclusion sera très brève, je veux bien que madame pose sa question, si vous m'y autorisez, monsieur le président, puisque je ne veux pas que quelqu'un ressorte frustré. Je m'engage à conclure en 1 minute, pour ma part. Moi, j'ai une phrase aussi qui prendra 2 minutes. Ça sera très bref. Parmi tous les lobbyistes, 94% appartenaient à des multinationales et des firmes. 6% pour ce qu'on appelle, on va dire, très généralement, la société civile. Déjà, ça donne une idée. Ensuite, je pense que vous avez entendu parler de ce qui se passe en Grèce avec l'austérité. Pour répondre à ma camarade, la destruction des protections sociales, je pense que ça se passe de commentaires. Enfin, moi, je voudrais conclure sur dire une chose. Quand le président Obama parle d'un OTAN économique, en parlant de ces accords, je veux dire, là franchement, je ne voudrais pas être trop pessimiste. Hein, comme disait Gramsci, je suis pessimiste dans l'intelligence, mais je suis optimiste dans l'action. Quand même, je me dis, quand on compare de tels accords à une offensive, enfin, ce qui pourrait s'avérer une offensive, disons, presque militaire, en tout cas l'OTAN étant une organisation militaire, moi, pour l'avenir, non seulement... Non, mais justement, pour l'avenir de notre continent et même de la planète entière, par rapport à ce qui est dit au niveau géopolitique, j'y viens, franchement, là, moi, je me fais du souci, parce qu'il y a de quoi vraiment s'inquiéter, et quand on dit que l'Union européenne, c'est la paix, ce sont des fadaises, et même des foutaises. Merci. C'est une super question, et on vous en remercie. Donc, une demi-minute. Je voudrais juste signaler, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous l'avez lu, le livre de Brzezinski, qui s'appelle Le Grand Échiquier, et dans lequel vous pourrez retrouver, parce que je partage le point de vue de M. Nikonov, sur la volonté de suprématie mondiale des États-Unis. Et si j'avais eu le temps de poser une question, j'aurais demandé à la Commission européenne qu'est-ce qu'elle fait pour voir ses stratégies et nous éviter les guerres. Au plus rapide, vous finirez donc sur cette question et sur votre conclusion. Merci. Mais madame me donne l'occasion de finir sur une perspective intéressante, c'est très bien pour une conclusion, effectivement. Mais pourquoi est-ce que nous favorisons, pourquoi est-ce que nous pensons que le commerce international est préférable à l'autarcie? Parce que le commerce international, indépendamment de toute considération idéologique, est une manière de rapprocher, pas des multinationales, mais des gens, de favoriser les échanges. Non, absolument pas. De faire en sorte que les intérêts ne soient pas à la guerre, mais à la paix. C'est une des raisons pour lesquelles la communauté européenne s'est construite aussi, et un peu d'abord, c'était pas forcément l'objectif, mais les États nous ont demandé de le faire ainsi, par l'économie. L'interpénétration des échanges fait que personne n'a intérêt à la guerre, d'abord parce que nous construisons ensemble notre prospérité, ensuite parce que nous apprenons à nous parler,
que ce soit sur des questions économiques, mais les questions économiques sont souvent les plus difficiles. Comme vous le dites, madame, vous avez tout à fait raison, il y a souvent des enjeux de pouvoir qui se cachent derrière, des volontés de suprématie. Mais le meilleur moyen de faire en sorte que ces volontés de suprématie mènent à la guerre, c'est de les mener chacun de son côté, comme les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque, l'ont fait pendant un certain temps. Le meilleur moyen de faire en sorte que cela mène à la paix, c'est de le faire par les échanges, par le dialogue, par des règles que nous agréons en commun. Oui, mais tout le monde ne les suit pas. C'est dans le domaine économique, qui n'est pas moins noble qu'un autre, le même principe que l'Assemblée Générale de l'ONU ou que l'ensemble des politiques européennes, c'est pour la paix. Merci. Le professeur. Parole de conclusion. C'était la parole de conclusion. Ah d'accord, voilà, très bien. Bon, alors, moi, pour conclure ce débat, qui était tout à fait courtois, même si nous avons des positions qui sont très différentes, je voudrais dire que si cet accord voyait le jour, qu'à Dieu ne plaise, une nouvelle vague de libéralisation aux effets destructeurs s'abattrait sur la planète, pas seulement aux États-Unis et en Europe, sur la planète. Et je vois 9 effets destructeurs. Je les cite, juste, ça va prendre 30 secondes par effet, donc 4 minutes et demie. Premièrement, montée des tensions avec les BRICS. Le choix des mots n'est pas anodin, parce que quand Barack Obama, et d'ailleurs ça a été évoqué par une personne il y a un instant, parle à propos du PTCI d'en faire l'équivalent de l'OTAN, parce que c'est Barack Obama qui a dit ça, hein, faire du PTCI l'équivalent de l'OTAN, l'équivalent sur le plan économique. C'est bien une perspective guerrière qui est en arrière-plan, de guerre commerciale. Ça n'est pas le doux commerce de Montesquieu, pas du tout, c'est une guerre commerciale qui est engagée. Et c'est la Chine qui est visée. Donc tension internationale. Deuxième risque, concurrence accrue entre les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique et pression sur les salaires, les conditions de travail et l'emploi. Parce que, bon, on n'a pas le temps. Troisièmement, aggravation des inégalités nord-sud. Si des normes particulières sont définies entre les États-Unis et l'Union européenne, qui s'imposent aux autres, sans débat, sans concertation, parce que c'est bien ça l'objectif, eh bien, non seulement il y aura des tensions avec tous les autres pays, mais il y aura une aggravation des inégalités entre le Nord et le Sud. Quatrième risque, asymétrie entre l'Union européenne et les USA au bénéfice des États-Unis. Pourquoi asymétrie? Parce que les États-Unis sont une nation, pas l'Union européenne, heureusement. Les États-Unis sont une puissance militaire, pas l'Union européenne, puisque l'Union européenne doit être dans l'OTAN, et l'OTAN, c'est les États-Unis. Deuxièmement, les États-Unis mènent une politique étrangère de grande puissance, pas l'Union européenne, qui est incapable de faire quoi que ce soit sur le plan international. On le voit avec les réfugiés, c'est lamentable. Les pays de l'Union européenne. Ensuite, les États-Unis ont une politique industrielle. Il y a le Buy American Act, par exemple, pas l'Union européenne. Il y a une politique monétaire aux États-Unis. La Banque fédérale américaine peut prêter à l'État. C'est interdit à la Banque centrale européenne. Donc, franchement, tous les facteurs d'échec sont réunis dans cette affaire-là. Il vaut mieux arrêter les frais le plus vite possible. Cinquièmement, détérioration de l'environnement. Plus il y a de libre-échange, plus il y a de commerce international, plus il y a d'atteinte à l'environnement. Et c'est contradictoire avec ce que signe d'ailleurs l'Union européenne en matière de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. C'est hypocrite. Sixièmement, privatisation du droit et de la justice, d'une partie du droit et de la justice par la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends dont on a parlé hors la loi. Il faut réintroduire ça dans la loi. Septièmement, uniformisation et standardisation
des modes de vie. Les économies d'échelle que vont obtenir les firmes multinationales pour fabriquer les mêmes produits vendus partout, ça va affaiblir la diversité, ça va réduire la marque qui est propre à chaque pays. Et puis, huitième risque, ce sont des menaces très graves sur l'agriculture des pays de l'Union européenne, et en particulier de la France, dans les domaines de la viande, des produits laitiers, de la minoterie, des sucres et sucreries, où il y a encore des droits de douane élevés. Si ces droits de douane diminuent, eh bien, le marché français sera percé dans ces domaines-là. Il faut maintenir des droits de douane élevés dans certains domaines. Et neuvièmement, privatisation des données personnelles. Là, pour une fois n'est pas coutume, la Commission européenne prépare, à mon sens, un projet de règlement positif. Bon, même s'il comporte des lacunes, on n'a pas le temps, on aurait pu en parler, mais il faut savoir que les grandes sociétés américaines comme Microsoft, Google, Facebook et compagnie captent des adresses électroniques, captent des informations pour les revendre et pour étendre finalement un contrôle sur la société. Ce qu'il faut faire, c'est permettre le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit d'être effacé de toutes les bases de données, ce que les firmes américaines, évidemment, ne veulent pas, et si ça passe cet accord, eh bien, on risque d'avoir une surveillance, un contrôle accru, totalement antidémocratique sur la vie des personnes. Voilà, je m'arrête là. Merci bien. On a un déficit de parole sur la droite.